Dans le cadre de Pen Club Belgique, le centre belge francophone de peine internationale, nous avons décidé en cette période de confinement de créer une série de tables rondes et de rencontres littéraires autour des thématiques qui sont propres à l'activité centrale de Pen dans le monde, la défense du droit à la liberté d'expression suivant l'article 19 de la Déclaration des droits humains de l'ONU. Alors, première rencontre littéraire, première table ronde littéraire autour du thème La fiction est-elle un instrument idéal pour comprendre le monde, comprendre l'actualité, comprendre l'histoire avec un grand H. Nous avons réuni autour de cette table ronde l'écrivain Alain Lallemand, ancien grand reporter au journal Le Soir, qui depuis 5 ou 6 romans se consacre pour l'essentiel à la littérature et au journalisme culturel. Et à côté de lui, nous avons convié Martin Beuys, un romancier dont le deuxième roman, intitulé Muzungu, est publié aux éditions Zélige. Un incident technique nous a empêché d'avoir la première partie de la première intervention d'Alain Lallemand. Nous vous prions de nous en excuser, nous le prions de nous en excuser, mais il nous a semblé qu'il était important de maintenir l'intégralité de cette diffusion. La première question que j'avais posée à l'un et à l'autre était: en quoi est-ce que l'actualité peut-elle être mieux représentée par la littérature ou par le journalisme plus traditionnel? C'est Alain Lallemand qui nous apporte les premiers éléments de réflexion à ce propos. Bonne écoute et surtout bonne lecture de tous ces livres qui nous aident à comprendre le monde. Par-delà cette explication humaine de la vérité du réel, il y a aussi la nécessité d'essayer de synthétiser, interpeller, donner par la littérature, par sa symbolique, par son accroche empathique, l'envie pour le lecteur de mieux approcher la réalité du monde. Je ne dois pas être très clair avec ce que je Mais dis on va maintenant. y revenir, on va aller plus loin, on va aller plus loin dans... Je me suis rendu compte, par exemple, pour prendre un exemple très, très précis, très pragmatique, 2003, la guerre d'Irak, vous pouvez prendre une pleine page du journal Le Soir, c'est-à-dire 9000 caractères, pour expliquer la manière dont Bagdad se prépare au bombardement américain. Vous ne parvenez pas à restituer l'attente humaine, le stress, le danger, tous les enjeux humains dans une page de journalisme. Il faut pour ça arriver à la fiction, arriver d'abord à cet outil formidable qui est le livre et qui vous permet d'approcher une réalité sur 400, 500 ou 600 000 caractères. Donc on est très loin de la page du quotidien. Et vous permettre de vous approprier des sensations qui ont été vécues par l'un, par l'autre, les remettre dans un personnage que vous avez décanté, qui sera une sorte à la fois de synthèse, mais plus qu'une synthèse, qui sera une sorte d'hyperbole de ce que représente la ville. Et vous construisez vos personnages ainsi avec des faits. Vous savez, en journalisme, construire un personnage avec des faits épars, c'est une faute déontologique. En littérature, mais c'est un engrais. Je dirais presque que c'est la substance même de la manière dont vous allez pouvoir décanter ce que vous savez en tant que journaliste, et puis reconstruire des personnages et une fiction qui vont mieux que la réalité quotidienne donner au lecteur la tension du monde, la tension humaine, toute la profondeur d'un drame. Et moi, personnellement, donc je dis, ça fait plus de presque 35 ans maintenant que je fais du journalisme, ça fait une bonne quinzaine d'années que je fais du roman. Ce roman n'est pas une discipline au lieu de l'autre, c'est complémentaire. Cette difficulté que nous avons à amener, on va prendre un exemple qui va nous rassembler, Martin et moi, on va parler de Bukavu.
Si vous voulez expliquer Bukavu dans un reportage, comme moi j'ai déjà eu la chance de le faire à plusieurs reprises, que ce soit durant la guerre du Congo ou que ce soit maintenant durant le pillage minier et l'époque Kabila, euh, vous pouvez toujours décrire des choses extrêmement factuelles, extrêmement froides, qui vous donneront envie de vivre l'aventure de Bukavu. Mais la vie quotidienne, la vie enfiévrée des gens qui essayent de survivre aujourd'hui à Bukavu, des gamins qui vont gratter l'or pour essayer de survivre avec la bénédiction parfois des autorités militaires ou du gouverneur local, c'est quelque chose que vous ne pouvez rendre accessible que par la fiction. Le réel est trop complexe, il est trop dispersé pour en faire quelque chose qui soit digeste, compréhensible et qui allume chez le lecteur son empathie. Alors, je vais peut-être me tourner vers Martin Beuys maintenant, peut-être en abordant la même question. Vous, votre parcours n'est pas un parcours initialement voué au journalisme, mais vous avez une formation scientifique, vous avez une carrière d'enseignant à l'université. En quoi est-ce que le passage vers le roman vous a-t-il semblé nécessaire? Vous êtes l'auteur de 2 romans jusqu'à présent, dont le deuxième a été finaliste du prix Horizon, le prix du deuxième roman, qui est un prix très important. Vous êtes resté dans les finalistes puisque le prix a été attribué à un des 5 autres romans, mais c'est déjà être finaliste de ce prix, c'est déjà un élément tout à fait remarquable. Alors, dites-nous quel a été votre cheminement pour en arriver à vouloir écrire du roman sur des situations telles que celles que vous avez décrites, notamment dans le dernier roman, Muzungu, qui est un roman consacré au massacre, au génocide des Tutsis au Rwanda. Oui, bon, il y a beaucoup de choses. Merci, Jean, de me donner la parole. Euh, donc, effectivement, moi, j'ai une formation scientifique de physicien au départ et je me suis mis à écrire de la fiction il y a longtemps déjà, quand j'étais occupé à réaliser ma thèse de doctorat. Et je ne dirais pas qu'il y a des liens entre ces activités, en tout cas des liens évidents, mais pourtant, moi, j'en trouve peut-être presque dans le fait que ce sont 2 activités qui sont extrêmement rivales l'une de l'autre dans ma vie, dans la mesure où elles vont chercher les mêmes ressorts, les mêmes moments de grâce où on a l'imagination qui déborde, et que donc c'est pas toujours facile de les concilier. Hein. Alors maintenant, je ne fais plus beaucoup de recherches, mais même dans l'enseignement, il y a aussi des ressorts qui sont du même type que ceux qui vous font rebondir en littérature. Et donc, ce n'est pas facile la coexistence nécessaire de ces activités. Et alors, je me suis mis à écrire. Je me suis rendu compte que j'avais du goût et peut-être certaines qualités pour raconter des histoires. Je me retrouve assez bien dans ce que Alain vient de dire au sujet de la fiction, qu'il a probablement dit d'une autre manière, peut-être même mieux que moi je l'aurais dit. Peut-être aussi parce que il vient de la profession de journaliste. Euh, donc, pour parler c'est plus facile de parler de mon expérience personnelle, hein, pour Bien sûr, parler non, non, mais je vous en prie. tout à fait hein, de Muzungu, que vous introduisiez, qui est un livre, pour faire très simple, qui s'inspire, c'est une façon de le décrire, qui s'inspire d'une histoire vraie, d'un fait réel qui s'est produit autour du génocide des Tutsis du Rwanda. Donc ça s'est passé un peu avant en Belgique, pendant et après, et qui concerne un Belge d'origine verviétoise. Et en réfléchissant à cette invitation, à cette table ronde, en quoi est-ce que la fiction peut nous éclairer sur l'histoire, etc. J'en suis arrivé à me poser la question, tiens, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi d'écrire l'histoire de cet homme-là, outre le fait qu'il est toujours en vie et que je suppose qu'il y a des tas de difficultés à se mettre à écrire, hein, à être biographe de quelqu'un qui est encore vivant, etc. etc. Et je n'ai pas trouvé de réponse extrêmement satisfaisante, si ce n'est que, d'abord, je pense qu'il y a des gens qui font d'excellents documents, et qu'il y en a qui font plutôt de la fiction, et que c'est parfois une question de sensibilité personnelle.
Hein. Par ailleurs, la question de la liberté, pour moi, quand on écrit quelque chose, une fiction ou un roman ou même un poème, il y a, il y a des choses et je vais volontairement utiliser le mot savoir, des choses que l'on sait écrire et des choses que l'on ne sait pas écrire. Et derrière le on, il y a des choses variables aussi. Pour être un peu plus clair, moi, il y a des tas de choses que je vois des confrères écrire que je me sens tout à fait incapable d'écrire. Par contre, je vais me sentir attiré vers, et je ne parle pas nécessairement de grandes histoires, je parle de scènes, je parle de sensations, d'émotions. Et donc, si on se libère du carcan de la réalité et qu'on exploite cette liberté-là, ça ne veut pas dire qu'on fait voler en éclats toutes les contraintes qui, à mon avis, sont extrêmement nourricières, aussi dans le cadre de la fiction. Eh bien, on peut arriver à quelque chose qui va peut-être rendre plus facilement, en tout cas c'est mon point de vue, l'émotion qui est nécessaire à cette compréhension ou cette intelligibilité de certaines choses qui font l'histoire aujourd'hui. Alors, Alain Lallemand, peut-être sur le point de la liberté, est-ce que le roman peut donner effectivement une liberté plus grande pour aborder des sujets que le journaliste aborderait peut-être plus contraint par un souci d'objectivité? Et peut-être alors le roman vous permet-il à vous, aux journalistes d'investigation, journalistes qui étaient grands reporters et sur le terrain, de prendre du recul pour aborder la complexité des choses? Oui, mais je vais d'abord prendre 30 secondes pour dire combien j'ai apprécié ce que Martin vient de dire. Je pense qu'il y a effectivement dans la compréhension du monde une intelligence des sentiments qui n'est pas l'intelligence de la raison et qu'il est important de tenir compte des deux. Et donc, autant en tant que journaliste, je n'ai pas le droit à autre chose que les faits, les émotions sont rares, autant il existe une véritable intelligence émotionnelle qui permet de comprendre le monde, et le roman, la fiction, vous permet d'aller puiser dans cette intelligence émotionnelle. Pourquoi le journaliste n'a-t-il pas droit à l'intelligence émotionnelle? Parce que les sentiments ressentis, c'est une sorte de boîte noire. Vous ne pouvez pas supputer, vous ne pouvez pas déduire les sentiments de quelqu'un en journalisme, à moins que cette personne ne vous le dise, ce qui est très lourd en termes de style. Par contre, en tant que romancier, vous avez toute liberté d'imaginer ce qui se passe dans une tête. Voilà. Donc, merci pour cette clarification sur l'intelligence émotionnelle. Maintenant, sur la liberté, je vais rester sur Musungu et je vais rester sur l'Afrique. Par exemple, les activités économiques de M. Kabila Junior. En tant que journaliste d'investigation, je les connais assez bien. Je sais ce que l'on sait, je sais ce que l'on ne sait pas, et pour reprendre les paroles d'un secrétaire d'État américain, je n'ai pas de bonne idée de ce qu'on ne sait pas ne pas savoir. En tant que romancier, non seulement je comprends des montages qui sont extrêmement complexes et même trop complexes pour pouvoir être exposés de manière intéressante dans un journal, mais je peux avoir ma vision de la manière dont les pièces manquantes sont configurées. Et je peux donner dans un roman ce qui me semble être les possibles, les probables structures financières qui irriguent la présidence du Congo. C'est déjà un excellent sujet de science-fiction, de fiction. Et donc, on peut s'amuser de cela, et je dirais même qu'il existe alors pour le journaliste romancier une éthique qui est d'abord de dire, de répéter, ce sont des fictions. Ici, dans le cas présent, c'est une fiction. Et mieux que ça, je pense que l'éthique, c'est aussi de donner une représentation du monde par la fiction qui soit conforme à ce que nous connaissons du monde. Je veux dire par là que si j'ai l'impression qu'une personne est moins corrompue qu'on ne le pense, mais que son environnement est davantage corrompu que lui, je ne vais pas falsifier cette vérité dans mon roman. Je vais m'y tenir.
De la même manière, c'est un peu idiot, c'est un peu stupide, mais moi, ça me permet de construire les fictions. Pour l'instant, je suis en train d'écrire un roman qui se passe très loin, mais si je décris une route qui tourne à droite, croyez-moi, sur le terrain, elle tourne à droite. Et quand vous avez Non, besoin personne. d'avoir cette espèce Oui, d'assurance que la part que vous écrivez qui peut correspondre à la réalité, elle doit correspondre à la réalité. La fantaisie ne peut pas se libérer tout à fait. c'est pour moi très important de parler, de confirmer ainsi par ces détails que je vous parle du monde d'aujourd'hui, du monde dans lequel nous sommes. Je ne vous parle pas d'une fiction telle qu'on pourrait en réinventer sur le 18e ou le 19e siècle. Je parle, parce que tous mes livres en parlent, du 21e siècle. Et ce 21e siècle, je veux que mes personnages soient cohérents, évidemment, je veux que mes personnages soient non seulement crédibles, mais qu'ils soient probables, et j'aime qu'ils s'inscrivent dans une géographie qui est la géographie exacte. Si je vais à Bukavu, je veux que la presqu'île de la Botte ressemble à la presqu'île de la Botte. Je veux que les restaurants dont je parle ressemblent aux restaurants dans lesquels j'ai moi-même mangé et été logé. Je veux permettre aux lecteurs qu'ils se disent waouh, je vais voyager, non pas dans une fiction totale, mais dans une fiction de notre réel. Alors, Martin Beuys, peut-être pourriez-vous réagir notamment à ce que Alain Lallemand disait, qui me semble très stimulant sur les pièces manquantes. Comment mettre en place ces pièces manquantes et qu'est-ce qu'elles apportent au romancier lorsqu'il est confronté à du réel, comme dans le cas de Muzungu. Et ensuite, on reviendra, Alain Lallemand, sur L'homme qui dépeuplait les collines, pour prendre un exemple précis de votre dernier roman. Mais Martin Beuys, donc, sur les pièces manquantes, peut-être comment est-ce que vous voyez cet espace-là et comment vous l'occupez, vous, romancier, lorsque dans Muzungu, d'une certaine manière, vous mettez votre personnage principal dans la situation d'observer de manière inhabituelle le génocide des Tutsis au Rwanda. Je vais répondre à votre question, Jean, et peut-être même très vite embrayer sur la façon dont Alain vient d'intervenir. Pour moi, les pièces manquantes vont précisément justifier que je ne vais pas faire du documentaire, mais de la fiction. Je pense que c'est vraiment, c'est peut-être cet élément-là, et parce que des pièces manquantes, il y en aura toujours. Hein. C'est peut-être cet élément-là qui va faire en sorte que je vais me diriger vers la fiction, mais avec, moi, je me retrouve à 100% dans ce que Alain vient de dire. Peut-être une toute petite anecdote, ce livre, moi, Muzungu, j'ai commencé à l'écrire au tournant des années 2000, quand a eu lieu précisément le procès de ce Belge qui est devenu journaliste à la radio-télévision d'Émile Colline et qui partant d'une intention qu'on pourrait qualifier de louable, de voire révolutionnaire au début des années fin des années 80, début des années 90, prend parti pour la cause Hutu, la cause de la révolution sociale au Rwanda, et puis se met à militer, à écrire des pamphlets, etc. Et jusqu'à aller au Je vous Rwanda. interromps, c'est ce personnage auquel vous n'avez pas voulu vous consacrer une fiction Voilà, à partir d'un personnage réel qui vit encore, hein, pour préciser les choses. exactement. Mais donc, c'est à partir de là que moi je me suis dit, mais enfin, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut, à partir d'une cause qu'on embrasse, comme je voyais tout le monde le faire autour de moi, comme moi-même je le faisais à l'époque en tant qu'étudiant, doctorant, etc., comment est-ce qu'on peut en arriver à être au point d'être impliqué comme ça dans le crime des crimes et propulsé au devant de l'actualité, au tribunal pénal d'Arusha, etc. J'ai ressenti le besoin de raconter ça. Et, mais évidemment, pièces manquantes, respect des personnes en vie, oblige, etc., tout, par le biais de la fiction. Mais alors, sur ce qui est de... Donc j'ai commencé à écrire ce livre et j'avais pas encore, j'ai pas la chance d'avoir ce métier. Enfin, si j'ai voyagé à travers mon métier académique, mais beaucoup moins qu'un journaliste et pas en théâtre d'opération. Hein, donc je n'avais pas mis les pieds, même pas en Afrique. Et donc écrire sur le Rwanda, ça me paraissait très compliqué parce que
effectivement, est-ce que la route tourne à droite à cet endroit-là? Et même plus loin, est-ce que le Rwanda, c'est pas comme la Lune où on fait des pas de 5 mètres quand on se lance? Je voulais savoir, sentir, etc. Donc, c'est à la suite d'un voyage que j'ai fait, d'un séjour d'enseignement que j'ai fait, que j'ai repris ma plume et que j'ai réécrit cette histoire. Et l'idée de l'inscrire dans un contexte réel, pour moi, c'est pratiquement obsessionnel, hein, cette crédibilité que je veux donner au personnage. Je veux même que le plus grand expert du Rwanda ne puisse pas me dire que là, on s'est trompé, qu'il y a un anachronisme, qu'il n'est pas possible, que ceci se soit passé parce que le FPR n'était pas là à ce moment-là, etc. Il y a quelque chose pour moi qui sert la fiction, qui va servir l'émotion dans une forme de réalisme. Mais voilà, c'est propre. Hein, j'entends que c'est propre, que c'est aussi quelque chose que recherche Alain, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, et ce n'est pas pour ça que je dénigrerais une autre forme. Mais il y a pour moi il y a quand même un service à l'histoire qui est donné, aux deux histoires d'ailleurs, hein, dans les deux sens du terme. Et je dirais aussi que quand Alain parle du 21e siècle, moi, c'est aussi la raison pour laquelle j'aurais beaucoup de difficultés à ne pas me plonger dans le 18e ou dans le 19e, parce que je trouverais ça extrêmement difficile de le faire. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le font avec brio. Alors peut-être pour réembrayer et relancer la balle du côté d'Alain Lallemand maintenant, et en partant peut-être de L'homme qui dépeuplait les collines, donc votre dernier roman, Alain, paru chez Jean-Claude Lattès, le premier roman paru en France, de même que celui de Martin Boyce d'ailleurs. Peut-être qu'on pourrait aborder l'aspect de cette route qui tourne à droite, qui peut-être, et c'est une question que je ne suis pas sûr que vous allez valider, mais peut-être que devant la masse d'informations fractionnées que l'on reçoit de toutes parts, entrer dans un roman qui nous dit précisément que cette route-là, cet endroit-là tourne à droite, c'est-à-dire que tout l'environnement est effectivement présenté tel qu'il se trouve là-bas, est-ce que ça ne permet pas à celui qui lit le roman, contrairement à celui qui reçoit des informations brèves et fragmentaires tous azimuts, de recontextualiser le déroulement de ce qui se déroule dans ce pays-là, et que c'est parce que le romancier parvient à reconstituer le contexte presque sensible, physique, géographique, sociologique, qu'il nous fait comprendre la complexité des choses. C'est compliqué parce que le journaliste ne se pose jamais la question de la crédibilité. Il a vu ce dont il parle, et donc la crédibilité d'un personnage est une question qui ne se pose pas en réalité journalistique. Elle se pose tout de suite en fiction. La crédibilité ne se pose qu'en fiction. La grande damnation des journalistes, c'est qu'ils ont l'impression que pour rendre quelque chose crédible, il faut le truffer de détails. Qu'est-ce qui est crédible? Je prends un personnage qui est d'une certaine ethnie, qui a un problème de santé dans telle ville. Je parle de cela parce que c'est ma réalité concrète d'écrivain pour l'instant. Où est-ce qu'il va être hospitalisé? Je veux savoir, moi, sur quelle rue, dans quel hôpital, à quels soins intensifs il va être hospitalisé. Mais autant il y a 10 ans, j'aurais mis dans le roman le nom de l'hôpital, et évidemment le nom de la rue, autant maintenant j'ai compris que ça ne sert à rien. Il faut que les choses soient crédibles, réelles dans mes yeux, dans l'univers que je reconstruis. Il n'est pas question d'étouffer le lecteur sous des détails qui n'ont pas leur importance. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de se dire finalement dans toute la masse de détails que je donne, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui fait la crédibilité? Donc moi je pense en tant que journaliste, et je l'ai compris, c'est que pour moi, les fictions qui naissent d'une expérience de journaliste doivent d'abord rester plusieurs années sur le fumier. Ça doit composter. Et à partir du moment où vous voyez vous-même la symbolique qui se dégage de l'expérience que vous avez vécue, où vous en ressortez les traits saillants dans vos souvenirs, vous ne gardez plus que les traits saillants. Ce n'est pas le détail d'une montagne qui va vous intéresser, c'est la douleur de votre épaule quand vous êtes levé sur des planches parce que vous avez dormi dans le froid.
Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose de vécu qui vous permet véritablement de donner de la chair à la fiction. Mais il faut se méfier enfin moi en tant que journaliste, je dois me méfier de donner par exemple dans une description le calibre des balles, le nom des armes. Non, il faut aller à une sorte d'épuration du contenu pour garder les fondamentaux. Par contre, avec ça, vous pouvez jouer. Vous dites, par exemple, je suis en train d'écrire une fiction qui se passe quelque part dans le monde, et je dis, le 28 février 2014, 14 heures. Tout d'un coup, on est dans une fiction avec des personnages qui n'existent pas, et je reprends le lecteur à un point précis de l'histoire, à un endroit précis. Et à ce moment-là, ma fiction entre dans l'histoire. Et ça, dans l'histoire avec un grand H. Oui. Ça, pour moi, c'est important. C'est de se dire, je voudrais qu'à la fin d'un livre, à la fin, par exemple, de L'homme qui dépeuplait les collines, les gens qui n'ont pas connu l'Est du Congo, qui n'ont pas connu les militaires de l'armée actuelle, qui n'ont pas connu le fils Kabila, qui n'ont pas connu les trafiquants d'enfants de Belgique, se disent « Ah, non seulement j'ai passé un temps agréable à traverser ce roman, mais j'ai appris des choses. J'ai appris des choses sur l'or, le diamant, la mafia russe, et je m'amuse par ailleurs à prendre mon lecteur, par exemple, dans les dédales d'une villa luxueuse sur la côte d'Azur tenue par un Russe. Et croyez-moi, il n'y a pas un détail inventé, tout vient d'un procès-verbal de la justice française. Mais je m'amuse. On apprend aussi beaucoup sur le métier de journaliste et notamment sur Mediapart et les associations de journalistes d'investigation. On apprend beaucoup, je dirais presque de façon documentaire, mais en même temps, ça vous permet d'adopter un point de vue pour raconter l'histoire. Oui, parce que en fait, la réalité vous tend la perche. Par exemple, quel est l'intérêt? Vous êtes dans des millions de documents en tant que journaliste et vous vous rendez compte que la villa luxueuse d'un autre mafieux qui se trouve à Zurich est en bordure du golfe. Vous dites du golfe de la ville de Zurich, vous vous dites chouette, c'est une belle propriété déjà avec un beau parc et puis derrière il y a encore les 8 hectares du golfe. Ok, super. Et vous vous rendez compte que de sa terrasse, il peut entendre ce qui se dit sur le dernier trou du parcours de golf. Et vous dites, waouh, quelle belle idée pour un roman. Est-ce qu'on pourrait aller poser des micros? Et voilà, et on est parti dans cette sorte de divagation, mais qui, pour moi, qui ai couvert les services de renseignement, qui ai couvert le crime organisé, tout d'un coup, j'ai un flash et je me dis, mais oui, si j'étais un agent du renseignement fédéral suisse, je pourrais faire un chantage pour obtenir la pose d'un micro à cet endroit-là. Et à qui est-ce que je vendrais l'information? Il n'y a pas 36 puissances auxquelles vous puissiez vendre ce genre d'information. Et les choses se déroulent et c'est beaucoup de documentation dont vous allez gommer les détails, mais dans l'orientation globale du récit, vous êtes dans le réel. Et vous amusez, vous sentez que le personnage est là lorsque vous vous dites « Ah, mon personnage, il est plus vrai que le réel ». Alors, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on aborde, ce sera l'avant-dernière question que je vous pose à l'un et à l'autre, que l'on aborde un des aspects de la littérature romanesque par rapport au journalisme, en tout cas par rapport à l'observation plus objective des choses, c'est le point de vue. Un roman le romancier doit, au moment où il démarre son roman, adopter le point de vue narratif qui va l'accompagner pendant tout le roman. De quelle manière, Martin, pour commencer par vous et ensuite Alain, de quelle manière est-ce que vous intégrez les techniques de l'écriture romanesque, notamment le point de vue, lorsque vous entrez dans le sujet, dans la matière, dans le cas de Muzungu, le Rwanda et le génocide Tutsi, et dans le cas de L'homme qui dépeuplait les collines, l'Afrique, le Congo et les exploitations diamantaires. Alors, Martin Beuys, en premier lieu, les outils du romancier et en particulier le point de vue, comment ça fonctionne chez vous?
Moi, de manière complètement intuitive et affective. D'ailleurs, les 2 livres que j'ai écrits, enfin ceux qui ont été publiés jusqu'à présent, ils le sont, ils sont écrits à la première personne et, et au présent. Et j'ai déjà fait des tentatives, enfin, j'ai déjà essayé de m'écarter un peu de ça. Je ne trouve pas nécessairement mon compte dans ces modifications, donc j'ai besoin, mais ça je crois que c'est le cas de tout le monde, mais enfin, en tout cas moi c'est comme ça, que c'est par là que ça passe, j'ai besoin de m'immerger complètement, d'être le personnage quand je l'écris. Maintenant, sur le plan peut-être plus philosophique, du point de vue ici, qui dans Muzungu pose beaucoup de questions, puisque le point de vue adopté est précisément celui de quelqu'un qui bascule du mauvais côté de l'histoire, hein, qui est sur la mauvaise pente. Et donc, j'ai eu donc c'est un livre dont la rédaction m'a pris des années, voire des dizaines d'années, hein, une quinzaine d'années certainement, avec évidemment des très longues périodes sans écriture, mais au cours de la phase d'écriture, il y a eu des allers-retours avec des lecteurs, et la question de la distanciation entre le narrateur et l'auteur est venue sur la table à plus d'une reprise, et m'a fait retravailler l'écriture, les personnages. Il y a un deuxième narrateur qui est une narratrice dans ce roman qui intervient de manière épistolaire, qui est la sœur du narrateur, et qui est pour moi venu nécessairement euh, permettre à l'auteur de se distancier du narrateur principal. Je ne sais pas si je réponds à votre question, je ne sais pas s'il était positionné sur ce plan-là ou plus sur la question de la technique de la narration. Mais... Non, non, mais vous avez très bien répondu. Si ce n'est que ma question, que j'ai sans doute mal formulée, portait plus sur la pression que peut représenter le choix d'un sujet comme le génocide des Tutsis au Rwanda. Pour le formuler sous forme de roman, comment choisit-on le point de vue que l'on va aborder, que l'on va utiliser pour aborder un sujet comme celui-là, d'autant plus que dans Muzungu, c'est un point de vue qui réoriente en quelque sorte la lecture qu'on peut faire des pressions qui ont mené à ce génocide et qui piquent la curiosité sur l'ensemble de l'histoire. Le lecteur, après avoir lu Muzungu, a envie d'aller y voir de plus près, d'aller reconstituer les origines du génocide, les causes de celui-ci. Alors pour moi, il s'agira nécessairement de quelque chose qui mettra, si possible, le lecteur en déséquilibre. C'est probablement ce qui va me guider. Il y a évidemment l'idée de l'histoire, de l'aventure. J'entendais Alain dans une autre interview parler de ces trous perdus qu'on imagine au fin fond de la jungle, mais dans lesquels nous vivons probablement tous aussi. Et pour moi, il y a dans le roman cette idée d'une trajectoire perdue dans un monde infini qui est extrêmement excitante, hein, et qui vient avec l'idée de mettre le lecteur en déséquilibre, qui vient pour moi m'annoncer que j'ai ou non peut-être trouvé un sujet pour un nouveau roman, et ça n'arrive pas tous les jours, loin s'en faut. Il y a des jours de vache maigre, il va y avoir des années de vache maigre, où simplement l'idée ne me vient pas de quelque chose qui me semble être de... Il y a quelque chose de la posture un peu contestataire, mais simplement comme j'aime bien l'idée aussi de l'avocat l'avocat qui va défendre, parce que c'est son métier, qui va défendre un criminel et qui va essayer de rendre le geste du criminel non pas acceptable aux yeux de la société dans laquelle nous vivons tous, mais intelligible, et de nouveau non pas compréhensible, parce que ça suppose une dose d'acceptabilité, mais intelligible. Et donc, il y a une dose de recherche du politiquement incorrect, je dirais, mais ce n'est pas pour le politiquement incorrect. Je pense que c'est pour changer un petit peu, faire basculer le point de vue de... Le faire basculer, ça ne veut pas dire le faire changer d'avis, mais le mettre en déséquilibre pour que lui-même se questionne sur les choix que lui aurait peut-être portés s'il était à la place du narrateur.
Alors, je vais peut-être formuler ma question, la même question, mais peut-être différemment pour Alain, peut-être en la formulant de la manière suivante. De quelle manière est-ce que votre compréhension ou même votre connaissance de certains événements que vous connaissez en tant que citoyen, que journaliste informé des événements que vous évoquez, de quelle manière est-ce que le fait de les écrire sous forme romanesque amplifie votre compréhension de ce qui s'est déroulé ou modifie votre point de vue ou modifie votre perception ou bien l'enrichit puisque partant par exemple dans le cas de L'homme qui dépeuplait les collines, le personnage de ce petit garçon qui découvre un diamant dans la mine, j'imagine qu'adopter ce point de vue-là, presque la caméra qui suit sur l'épaule de ce petit garçon qui entre dans les entrailles de la terre pour trouver ce qui va bouleverser l'ensemble de la situation. Est-ce que là, ça modifie votre perception en vous de quelque chose qui est un phénomène plus géopolitique, général, que vous pouvez connaître par ailleurs? Euh, Pas vraiment parce que je pratique déjà une forme de journalisme narratif qui veut que j'accompagne mes personnages. Donc, quand, même en reportage, je parle de ce petit garçon, je suis descendu dans le trou de mine avec lui, sans étançon, sans rien du tout, sous la terre, meuble. Et vous n'êtes pas bien quand vous descendez comme ça dans des trous sauvages. On le sent Et quand on vous lit, c'est peut-être ça aussi la force du roman. voilà. C'est que, Et donc, pour moi, il est beaucoup plus complexe de me mettre, alors ça, c'était un vrai défi, dans la peau de personnages féminins. Première chose. Réussir à écrire un personnage féminin. Donc, moi, je n'utilise pas le jeu, je n'utilise pas le présent, mais je me mets dans la peau de mes personnages. J'aime beaucoup circuler dans le mental de mes personnages et je circule dans le mental jusqu'à 2 personnages par chapitre. Si je pouvais, si mon éditeur me laissait faire, j'adopterais même la structure de Jaume Cabré, qui lui parvient à changer de mental dans un même paragraphe. Dans une même phrase, il commence la phrase dans la tête de l'un et il termine la phrase dans la tête de l'autre et vous n'êtes pas perdu. Vous avez compris où vous êtes. C'est absolument incroyable, fabuleux. Enfin, soit. C'est faut déjà. lire d'ailleurs le dernier roman de John le Carré, puisque on l'évoque, où il est en plein dans l'actualité d'aujourd'hui, en évoquant les points de vue de Trump et de Poutine dans une histoire d'espionnage absolument sidérante. Ça s'appelle Retour au service, je crois en français. Mais pardon, c'est une parenthèse. Oui, eh bien voilà, bonne suggestion de lecture. Donc, moi, la difficulté, c'est de rentrer dans des personnages qui ne me sont pas familiers. C'est très compliqué, a priori, de rentrer dans le personnage, dans la tête d'un enfant, et surtout un enfant de l'Est du Congo aujourd'hui. Quels sont vos points de repère? Comment est-ce que vous pouvez savoir ce qu'il écoute, ce à quoi il pense? Quelle est sa priorité? Sa priorité, c'est de ramener, c'est d'avoir du plaisir, c'est de ramener de l'argent pour sa mère. Et tout ça, c'est vrai que mon expérience de correspondant de guerre m'aide beaucoup. C'est d'avoir compris en tant que correspondant de guerre que tous ces hommes qui viennent témoigner, ben, il faut bien les écouter, c'est obligé, mais vous restez dans le village après, vous allez écouter les femmes et les enfants. C'est là que se trouve la réalité. Ça, c'est juste une astuce de correspondant de guerre qui fait qu'aujourd'hui, ça nourrit mes romans. Mais c'est encore autre chose d'imaginer une fiction où vous êtes dans la peau d'un personnage féminin. Moi, ce que j'apprécie, Martin parlait de ce déséquilibre, ce que j'apprécie, moi je dirais, c'est la faille. J'aime bien les personnages positifs, mais je veux qu'ils aient une faille. Il y a quelque chose qui a été cassé. Et c'est ce petit bruit que restitue la faïence lorsqu'elle est fêlée qui lui donne sa vérité, sa réalité. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Autre chose maintenant est que je me rends compte, par exemple, que j'ai tendance à avoir des personnages qui déçoivent, qui ont justement cette petite faille, qui font qu'à un moment, ça ne va pas se faire, ça ne va pas se réaliser, ça ne va pas être le rêve. Et pour l'instant, je travaille beaucoup à un personnage qui est sympathique et qui va se retourner contre le lecteur. Je trouve ça prodigieux. Et c'est pour ça que j'apprécie cette notion de déséquilibre. Vous suivez un personnage sympathique, il y a
tas d'autres personnages sympathiques, mais lorsqu'une guerre survient, il y a forcément 2 clans, 3 clans. Et si j'étais finalement dans le camp de l'ennemi? Si je m'étais trompé de camp au tirage au sort des personnages en commençant l'histoire. Et ça me plaît beaucoup. Simplement, il faut rester crédible, il faut toujours se rappeler que personne n'est une caricature, et c'est quelque chose là, excusez-moi de parler de l'expérience à nouveau de journaliste, que l'approche des mafieux, et singulièrement de la mafia russe, m'a appris, c'est que le salaud total n'existe pas. Le mafieux russe installé en Anvers, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vivre loin des médias, dans la tranquillité, il veut éduquer ses enfants, il veut avoir une vie au calme. Même si lui commande les assassinats à distance, lui, il veut que sa vie soit calme. Et ça, c'est quelque chose de juste. C'est une matière romanesque extrêmement intéressante. Se dire, le salaud est un humain. Et je suis sûr que ça parle à Muzungu. Oui, bien. Martin voulait réagir sur ce... Mais je voulais d'abord réagir sur quelque chose de peut-être un peu technique, mais j'entends Alain qui dit oui, c'est extrêmement difficile de savoir comment réagit un enfant des rues à Bukavu ou mineur, etc. Mais est-ce que ce n'est pas précisément quelque chose qui pourrait inviter parfois le romancier? En tout cas, chez moi, ça peut se passer comme ça, à renoncer à ce personnage. C'est dans ce sens-là que je disais que la liberté du romancier peut le faire évoluer vers ce qu'il sait écrire et décrire. Et que donc, si je n'ai pas la possibilité de me mettre à l'intérieur de tel ou tel personnage, peut-être que je donnerai au roman une forme un peu différente, si j'en ai évidemment la possibilité, si le projet de départ le permet. Bon, à voir. Maintenant, sur la question du camp choisi par les... Bien sûr, évidemment, moi je crois évidemment qu'on est tous humains avec nos parts d'ombre, etc. Et que même le plus crapuleux des salopards a sa part d'humanité qu'on peut explorer et que le romancier a presque même le devoir d'aller porter à la connaissance du lecteur. Et c'est pas pour ça qu'il embrasse son point de vue, c'est pas pour ça qu'il embrasse les mêmes causes que lui, c'est pas pour ça qu'il a les mêmes fêlures que ce personnage-là. Mais donc oui, tout à fait. Enfin, pour moi, c'est l'essence de ce que j'appelais cette mise en déséquilibre du lecteur. Hein. C'est comme ça que je l'appelle, parce que les failles du personnage, j'adhère tout à fait aussi au fait que on peut avoir, avoir un lecteur qui s'attache à un personnage et puis qui se pose des questions quand, au moment où le personnage se met à poser des actes qui vont à l'encontre de ce que le lecteur aurait imaginé au départ. Enfin, je pense, moi aussi, ce sont des expériences de lecture que je peux avoir et que je trouve fabuleuses, effectivement. Est-ce que ce n'est pas là justement aussi une des caractéristiques du roman, comme l'aimait Simenon à la recherche de l'homme nu, c'est-à-dire que le roman n'émet pas de jugement et expose simplement les différentes variantes dans lesquelles peut s'inscrire une vie, que ce soit celle d'un mafieux ou celle d'un enfant ou celle d'un noble personnage généreux, et que c'est justement ça qui rend peut-être plus crédible le roman par rapport aux éléments factuels de l'information. Oui, Alain, peut-être. Je voulais peut-être ajouter quelque chose dans la ligne de la crédibilité et de ce que vient de dire Martin. Donc, j'ai dit que j'aimais beaucoup comprendre, imaginer ce qui se passe dans la tête des gens. Je fais mes graphiques, je dirais, mentaux, affectifs de ce qui se passe dans la tête de chacun. Mais évidemment, je ne les donne pas tous. Je pense qu'il est très important de pouvoir, sur des personnages, soit que vous n'avez pas compris, parce qu'il reste des mystères pour vous. Nous rencontrons des tas de gens qui restent toute notre vie des mystères. Juste donner une silhouette presque comportementaliste, behavioriste, comme on dirait, juste ce qu'il a fait. Et le mental nous est apparemment inaccessible. Pour le lecteur, en tout cas, le mental du personnage est inaccessible. Vous savez très bien qu'à un tel moment, il va agir, parce que dans son mental, il y avait ceci, cela. Et vous ne le dites pas. Et donc, c'est au lecteur à faire ce travail. Vous connaissez tout votre théâtre de marionnettes, mais vous n'offrez au lecteur que les ombres chinoises. À vous d'imaginer
l'épaisseur de chacun des personnages. Ça aussi, c'est un grand plaisir. Alors peut-être une dernière question pour conclure l'ensemble à l'un et l'autre, qui est une question plus générale. De votre point de vue, et à nouveau dans le contexte de ces tables rondes littéraires de Pen Club, de votre point de vue, quelle est aujourd'hui la place que le roman occupe, ou quelle est la place que le roman devrait occuper? Alors, Martin Boyce, peut-être pour commencer, et puis Alain pour conclure. Quelle question vous me posez là? Quelle place occupe-t-il ou quelle place devrait-il occuper? Par rapport à ce que nous venons de dire sur l'investigation de la compréhension du réel, est-ce que le roman a encore une place aujourd'hui? On dit que l'édition est en crise, la pandémie a créé aussi toute une série de problèmes qui se sont ajoutés au monde de l'édition, et le roman d'Alain Lallemand est un bel exemple, qui est sorti en plein début de Oui, confinement. Et ce sont peut-être des questions qui sont plus relatives à la conjoncture et au support aussi, parce que pour moi, le fait de les raconter, les histoires, et de se les transmettre par écrit, je n'imagine même pas que ça puisse connaître une, une diminution. Il me semble que moi, je n'ai pas trop de crainte pour l'avenir du livre. Peut-être pour le système actuel du support et de la distribution, mais je ne vois pas clair sur l'issue. Je crois qu'on a cru longtemps que comme le CD avait remplacé le 33 tours, ou comme la dématérialisation avait remplacé même les CD, que le support numérique remplacerait le livre, on voit que ce n'est pas le cas. Donc, moi, je n'oserais pas jouer les Madame Soleil de ce côté-là, mais je, je n'ose pas croire en la fin de la lecture ou de l'écriture. Peut-être que les styles vont un petit peu évoluer, même certainement, les styles vont évoluer avec le changement des supports, mais on va y revenir d'une manière ou d'une autre. On va y rester, y revenir, tenter plus, et c'est encore un grand avenir devant lui, d'après moi. alors, Alain Lallemand, sur cette question-là, sur la fonction du roman et de la littérature aujourd'hui, est-ce que... Moi, ça me passionne. J'ai donné pendant 12 ans le cours de journalisme narratif. Première chose, je pense que l'engouement des gens à l'heure actuelle pour la littérature du réel, donc des documentaires presque littéraires, fignolés comme des romans, mais je pense que c'est en fait non pas la mort du roman, c'est la mort du journalisme tel que nous le connaissons. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris qu'il fallait aller plus en profondeur, plus en détail, et avec beaucoup plus d'humanité dans l'explication du réel. C'est une autre forme du journalisme qui se rapproche de la littérature, mais ce n'est pas concurrentiel de la fiction romanesque. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, je pense que la fiction, parce qu'elle est la capacité d'inventer un monde qui est juste une alternative et d'inventer, de se mettre dans la place d'autres personnes, donc d'aller à la rencontre de l'autre, a une double qualité qui fait que nous ne pourrons pas remplacer le roman. Le roman a cette capacité à vous faire sortir de vous pour aller vers l'autre, et remettre en cause le monde dans lequel vous évoluez pour peut-être le modifier. Formidable. Au moins, si déjà vous ne le faites que mieux le comprendre, c'est déjà formidable. La troisième chose tient maintenant au support, à la forme écrite. Non pas le support papier ou numérique, peu m'importe. Le fait de lire des phrases qui sont structurées autour de mots, des mots qui eux-mêmes sont composés de lettres. Moi, ça me semble extrêmement important pour ne pas être dans l'émotion pure. Je suis dans la transmission d'une émotion qui est rationnelle, qui a une compréhension qui passe par la formulation d'idées. Évidemment, la poésie est là pour aller directement du mot à la sensation sans passer par l'idée. Et là, on est déjà très proche de l'image. L'image poétique, c'est déjà le début de l'image sur grand écran.
Mais je pense que le fait de nous suivre de manière tout à fait linéaire, mot après mot, lettre après lettre, c'est une manière d'exercer la pensée. Alors on peut penser que ça va disparaître. Eh bien, si ça disparaît, je n'ai pas envie de vivre très longtemps dans ce monde-là. Moi, je préfère un monde qui soit le monde des résistants de Fahrenheit 451, mais je peux vous rassurer aussi, les chiffres de vente de livres papier sont pour l'instant excellents. Nous sommes en plein confinement. Vous savez qu'il y a une plateforme de vente de livres en ligne qui s'appelle Librel. Les chiffres sont excellents. Les libraires se portent relativement bien. Ceux qui ont une activité, qui sont dynamiques, se portent relativement bien. Donc je suis, oui, de manière conjoncturelle peut-être, je suis assez, je suis assez confiant. N'oubliez pas que la première vague du confinement nous a fait dire aux gens non pas nous n'avons pas assez de bande passante pour regarder Netflix, mais nous n'avons plus accès aux livres papier. Et ça me semble très intéressant. Eh bien, c'est sur cette note optimiste et en vous souhaitant longue vie à Alain Lallemand ainsi que longue vie à la littérature et aux livres que je vous remercie d'avoir bien voulu vous prêter au jeu de cette première table ronde de Pen Club. Je rappelle les titres de vos 2 derniers romans en date, mais l'ensemble de vos références se trouveront sur le site de Pen Club. Pour Alain Lallemand, L'homme qui dépeuplait les collines, paru chez Jean-Claude Lattès, et pour Martin Beuys, Muzungu, paru aux éditions Zélige, qui est aussi une maison d'édition basée en France. Merci à l'un et à l'autre et j'espère vous revoir très vite en présentiel lors des rencontres que nous organisons dans le cadre de Pen Club ou dans d'autres cadres qui touchent à la littérature. Merci à vous. Merci, Jean. Merci Jean, au plaisir.